Bonsoir à tous. Pour aujourd'hui, je vous propose de retourner dans l'espace, mais pour un voyage bien plus lointain que les précédents. On ne va pas seulement visiter une planète en particulier, ou même le système solaire, mais plutôt accélérer jusqu'à des milliers de fois la vitesse de la lumière et quitter le système solaire en à peine quelques secondes pour atteindre d'autres galaxies. Au cours du voyage, je vous parlerai de notre galaxie, la Voie lactée, mais aussi d'autres, comme notre destination, la galaxie d'Andromède. Je vous parlerai aussi des incroyables distances, à la fois à l'intérieur et entre les galaxies, de leur population de milliards et de milliards d'étoiles, comment l'existence des galaxies a été découverte et comment elles sont observées. On se posera aussi quelques questions mystérieuses, telles que jusqu'à quelle vitesse peut-on voyager? Est-il possible d'aller plus vite que la lumière? Est-ce que la vie pourrait exister sur les centaines de milliards de planètes que les galaxies contiennent? Ou encore, qu'est-ce que cette invisible matière noire qui serait abondante dans l'univers? Mais comme toujours, il ne faut pas vous inquiéter pour l'apparente complexité de tout ceci. Même si vous n'avez aucune connaissance en physique ou en astronomie, tout va être facile à comprendre. Tout va s'assembler naturellement si vous gardez simplement l'esprit ouvert et si vous vous laissez guider par le son de ma voix. Donc pour le moment, contentez-vous de vous installer confortablement. À tout instant, vous pouvez cesser de regarder les images. Elles ne sont pas nécessaires pour suivre l'histoire, donc vous pouvez fermer les yeux. Il y a des signets dans le premier commentaire sous la vidéo, si vous voulez reprendre le voyage plus tard. Et si vous le désirez, vous pouvez également télécharger cette vidéo ou juste l'audio sur ma page Patreon. Maintenant, respirez profondément. Nous allons bientôt quitter la Terre et aller plus loin qu'aucun homme ne l'a jamais fait. Notre destination, la galaxie d'Andromède, est extraordinairement lointaine, et pourtant, vous l'avez très probablement déjà vue. Lors des nuits sans lune, et depuis des régions avec peu de pollution lumineuse, elle est tellement grande qu'elle est visible à l'œil nu, depuis la surface de la Terre, et elle apparaît dans la constellation d'Andromède, d'où son nom, même si elle est bien plus lointaine que les étoiles qui forment cette constellation. Mais avant d'atteindre cette galaxie, on va devoir accélérer au-delà de l'imagination, et même probablement au-delà de ce que les lois de la physique, telles qu'on les connaît, peuvent permettre. On va y revenir un peu plus tard. Mais d'abord, regardons un peu où se situe la Terre dans notre galaxie. On est habitué à penser au positionnement de la Terre par rapport à d'autres corps du système solaire, avec le Soleil en son centre et les autres planètes et d'autres corps qui orbitent autour de lui. Mais le Soleil est simplement une étoile parmi des centaines de milliards qui tournent autour d'un centre commun, le centre de la Voie lactée. La prise de conscience
que le système solaire fait partie d'un disque bien plus grand, qui tourne autour d'un centre commun, et qu'il existe d'autres de ces disques dans l'univers, d'autres galaxies, et relativement récentes, seulement un siècle environ. La Voie lactée a la forme d'un immense disque. Quand des corps tournent autour d'un centre commun, ils ont tendance à s'aligner sur le même plan. C'est un effet des forces de gravitation qui les maintiennent ensemble. Ils ont tendance à s'aligner, mais les systèmes stellaires ou les galaxies ne sont pas parfaitement plates. La Voie lactée a une épaisseur d'environ 1000 années-lumière et un diamètre estimé à 100 000 années-lumière. Donc elle est 100 fois plus large qu'elle n'est haute ou épaisse. Elle a un peu les proportions d'un CD-ROM. Parfois dans les images, les galaxies sont représentées avec une forme un peu ovale. Mais c'est un effet de perspective parce qu'elles sont montrées ou représentées depuis le côté avec une inclination. En fait, si on observait la Voie lactée à la verticale de son centre, elle aurait la forme d'un cercle. Mais toutes les galaxies sont loin d'être identiques. Sur le chemin vers Andromède, on va bientôt atteindre une galaxie naine qui est probablement en train d'être absorbée et dispersée par la Voie lactée. Certaines galaxies ont seulement des dizaines de millions d'étoiles, d'autres en ont des centaines de milliards, et leurs formes peuvent varier également. Parmi les grandes galaxies qui ont pu être observées, il y a principalement 3 formes qui se détachent. Les plus fréquentes parmi les grandes galaxies, comme la nôtre, sont des galaxies en forme de spirale. Leurs étoiles s'organisent sur un disque, mais elles se concentrent sur des bras qui partent du centre. Et la plupart des galaxies spirales ont une concentration d'étoiles connue comme le bulbe galactique au centre de la spirale. C'est pourquoi le centre apparaît plus lumineux. À la périphérie, ces galaxies ont un halo d'étoiles plus ténu. Les bras de la spirale apparaissent également plus lumineux parce qu'ils contiennent une plus grande concentration d'étoiles, généralement plus jeunes et qui brillent plus fortement. On pense que ces étoiles naissent dans des nébuleuses, qui sont d'immenses nuages de gaz et de poussière, bien plus grands que des étoiles, mais encore assez petits à l'échelle d'une galaxie. Parfois, une région d'une nébuleuse s'effondre sur elle-même après une onde de choc dans l'espace qui peut résulter de l'explosion d'une vieille étoile. Et les forces de gravitation conduisent à l'accrétion de toute cette matière en une nouvelle étoile et éventuellement des planètes autour d'elle. La Voie lactée contient de nombreuses nébuleuses. Elles sont les matrices de nos systèmes stellaires. Quand une étoile meurt, après des milliards d'années, parce qu'elle a épuisé son carburant, elle peut se désintégrer et rendre la matière dont elle était faite à une nébuleuse. Une majorité de galaxies en forme de spirale ont également une structure en forme de barre qui s'étend autour du bulbe. La Voie lactée en a une. Les bras qui forment la spirale commencent aux extrémités de cette barre centrale composée de plusieurs milliards d'étoiles. Mais toutes les galaxies ne sont pas en forme de spirale. Un autre type de galaxies sont les galaxies elliptiques. Celles-ci ont une forme ellipsoïdale
c'est-à-dire comme une sphère qu'on aurait légèrement aplatie. Vue de loin, elle ressemble à un grand halo de lumière, avec plus de luminosité au centre, où plus d'étoiles sont concentrées. On a pensé autrefois que ces galaxies étaient plus jeunes et qu'elles pourraient plus tard évoluer vers une forme de spirale. Mais on sait aujourd'hui que ça n'est pas le cas. En fait, les étoiles qu'elles contiennent sont en moyenne plus anciennes, plus vieilles que les étoiles trouvées dans les galaxies en spirale. Et finalement, il y a un troisième type de galaxies assez abondant, les galaxies dites irrégulières, qui sont celles qui n'ont pas de forme identifiable. Elles ressemblent à des nuages d'apparence chaotique. Il n'y a pas de bulbe ou de structure organisée, et donc elles apparaissent comme des nuages d'étoiles. On pense que certaines de ces galaxies irrégulières étaient autrefois en spirale ou elliptiques, et qu'elles ont été déformées par une force gravitationnelle externe, sans doute une autre galaxie plus grande. Généralement, ces galaxies irrégulières sont aussi plus petites, environ 1/10 de la taille des galaxies en spirale, et cela les rend plus susceptibles d'être absorbées par des galaxies plus grandes. Cette typologie des galaxies a été commencée par un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble, le même Hubble qui a donné son nom au fameux télescope. C'est un des astronomes les plus importants de l'histoire, parce qu'il a étendu notre compréhension du cosmos très au-delà des limites qui prévalaient à son époque. Il a été actif dans la première moitié du XXe siècle, et ses principales découvertes incluent la compréhension du fait que certains nuages de gaz et de poussière qu'on prenait pour des nébuleuses qui étaient visibles depuis la Terre étaient en fait des galaxies identiques à la Voie lactée, mais très éloignées d'elle, et que la Voie lactée était simplement une galaxie parmi de nombreuses autres. À partir de là, il a pu commencer à différencier dans le ciel de la Terre ce qui appartenait à notre galaxie et ce qui appartenait à des galaxies distinctes, bien plus éloignées. Avec les travaux d'autres astronomes, il a aussi contribué à mettre en évidence le fait que les galaxies les plus lointaines par rapport à la nôtre avaient tendance à s'éloigner dans l'espace plus rapidement. Et c'est important parce que c'est un indice du fait que l'univers est en expansion. Et c'est un des premiers éléments qui a contribué à rendre crédible la théorie du Big Bang et de l'expansion de l'univers. Alors, où est-ce que nous nous trouvons à l'intérieur de notre galaxie en forme de spirale? La réponse est à mi-chemin entre le centre et le bord. Le rayon de la Voie lactée est de environ 50 000 années-lumière et le système solaire est approximativement à 25 000 années-lumière du centre et à 25 000 années-lumière du bord. Pour sortir de la galaxie, on pourrait soit rester sur le disque et voyager vers le bord, ça prendrait 25 000 ans à la vitesse de la lumière, ou alors on pourrait partir pour sortir plus rapidement à la verticale du plan de la Voie lactée et sortir en traversant son épaisseur, mais l'épaisseur de la Voie lactée étant de 1000 années-lumière, ça prendrait quand même plusieurs siècles. Tout ça donne une idée de la taille de notre galaxie. Nous sommes incroyablement petits et lents pour pouvoir un jour imaginer atteindre les bords de la galaxie et encore plus une autre galaxie dans l'univers.
La distance de la Terre à la galaxie d'Andromède ne se compte pas en centaines ou en milliers d'années-lumière, mais en millions. Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière de notre galaxie. Et ça veut dire que ce que nous voyons quand nous regardons le ciel et que nous apercevons la galaxie d'Andromède sont des rayons de lumière que la galaxie a émis il y a 2,5 millions d'années. Si cette galaxie devait disparaître entièrement, on en serait informé seulement 2,5 millions d'années plus tard. Les vaisseaux spatiaux les plus rapides qui n'aient jamais été construits voyagent à une petite fraction de la vitesse de la lumière, beaucoup moins de 1% de sa vitesse. Mais même si on pouvait atteindre cette vitesse de la lumière ou s'en approcher, voyager vers d'autres systèmes dans notre propre galaxie resterait un très très long voyage, étant donné que le rayon de la Voie lactée que je vous indiquais auparavant est de 50 000 années-lumière, son diamètre est de 100 000 années-lumière, et qu'il y a généralement plusieurs années-lumière entre les systèmes stellaires. On n'est même pas encore capable d'atteindre une autre étoile parmi les centaines de milliards qui composent notre galaxie. Donc penser à atteindre une autre galaxie qui se situe à une autre échelle de distance est quelque chose d'assez impensable aujourd'hui. Mais si on suppose que ces limitations techniques peuvent être dépassées, est-ce qu'il est même possible de voyager à la vitesse de la lumière, ou plus vite? Notre compréhension des lois de la physique implique probablement que non, en tout cas pas pour des êtres humains, comme nous, faits de matière, telle que nous la connaissons. Selon la théorie de la relativité, quand un corps qui a une masse, c'est-à-dire une certaine quantité de matière, accélère et se rapproche de la vitesse de la lumière, cette masse augmente précipitamment et elle devient infinie une fois la vitesse de la lumière atteinte. Et l'énergie nécessaire pour propulser cette masse devient logiquement également infinie. Mais bien sûr, on ne peut pas fournir une énergie infinie. Les photons qui constituent la lumière peuvent atteindre une vitesse si élevée parce qu'ils n'ont pas de masse. L'augmentation de la masse quand la matière accélère et se rapproche de la vitesse de la lumière est quelque chose qui a été vérifié dans des accélérateurs de particules. Un accélérateur de particules, c'est un circuit dans lequel de petites particules, comme par exemple des électrons, sont propulsés pour observer leurs propriétés quand ils accélèrent ou quand ils rentrent en collision. Dans les années 1960, des scientifiques qui travaillaient sur l'accélération des électrons dans un accélérateur de particules se sont rendus compte que, passé un certain point, pour que les électrons continuent à accélérer, il fallait leur fournir une quantité disproportionnée d'énergie. Et même si certains électrons se sont rapprochés de la vitesse de la lumière, ils n'ont jamais pu complètement l'atteindre parce qu'ils devenaient de plus en plus lourds. Et bien sûr, on ne pouvait pas les alimenter d'une quantité d'énergie infinie qui leur aurait permis d'atteindre cette vitesse. Nos corps et tout ce que les êtres humains peuvent construire sont faits de la même matière qui a été testée dans les accélérateurs de particules et qui est soumis aux mêmes limites, aux mêmes restrictions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le consensus scientifique est qu'il est impossible pour un être humain, physiquement, d'atteindre la vitesse de la lumière. Mais de toute façon, à ce stade, c'est un problème bien plus théorique que pratique pour nous, puisque les véhicules les plus rapides qui n'aient jamais été construits par l'humanité sont infiniment plus lents que la lumière. Par exemple, un des plus rapides jamais construits
est une sonde spatiale qui s'appelle New Horizons et qui a atteint les limites du système solaire il y a quelques années. New Horizons a voyagé à une vitesse de 16 km par seconde. 16 km par seconde, c'est déjà une vitesse gigantesque. Ça mettrait l'Espagne et la Pologne à seulement 5 minutes l'une de l'autre. Ou alors Montréal à 5 minutes de Los Angeles. Ça permettrait aussi de faire le tour de la Terre en 40 minutes. Mais c'est toujours extrêmement lent en comparaison avec la vitesse de la lumière. La lumière n'a pas besoin de 40 minutes pour faire le tour de la Terre, mais de seulement un peu plus d'un dixième de seconde. C'est-à-dire qu'elle voyage, elle se déplace presque 20 000 fois plus vite que la sonde New Horizons. Mais maintenant, si voyager en ligne droite vers d'autres points dans l'univers est peu plausible parce que nous sommes beaucoup trop lents, peut-être qu'une solution serait d'utiliser des raccourcis. On se représente souvent l'univers comme un espace en 3 dimensions, parce que c'est le type de perception, de projection que nos sens et que nos esprits permettent. Mais on sait depuis la théorie de la relativité d'Einstein que cette représentation de l'univers en 3 dimensions est seulement un aspect, une façon de se le représenter. Quelques scientifiques et aussi beaucoup d'auteurs de science-fiction se sont intéressés à la possibilité que des raccourcis dans la structure de notre univers, dans l'espace-temps, puissent être trouvés ou créés pour voyager presque instantanément d'un point à l'autre de l'univers, dans ce qui serait une forme de téléportation. Théoriquement, la théorie de la relativité permet l'existence de structures qui relieraient entre eux des points différents dans l'espace-temps, comme des tunnels avec une entrée et une sortie qui connecteraient différents points de l'espace, différents univers, ou même différents points dans le temps. Mais ça reste totalement hypothétique aujourd'hui, et aucun de ces tunnels, qu'on appelle par la traduction de l'anglais wormhole, des trous de verre, aucun n'a jamais été identifié. Par contre, la science-fiction a très rapidement adopté ce concept il y a déjà plusieurs décennies, parce que c'était une façon assez pratique d'expliquer ou de justifier des voyages à très longue distance dans l'espace. Et ça permet aussi de donner un vernis scientifique à l'histoire. C'est pour ça que le concept de trou de verre est devenu si célèbre. Maintenant, même si l'existence des trous de verre est quelque chose de très incertain, peut-être qu'un jour, un d'entre eux pourrait être trouvé. Après tout, d'autres objets, par exemple les trous noirs, sont pendant très longtemps restés purement théoriques, hypothétiques, jusqu'à ce qu'on puisse les observer. Les trous de verre pourraient être des structures préexistantes, mais peut-être que ce type de tunnel de communication pourrait aussi être créé et contrôlé en modifiant, en affectant directement l'espace-temps. Ça pourrait permettre à un vaisseau spatial de créer, de générer son propre raccourci vers un autre point de l'univers. À ce stade, ça reste vraiment purement spéculatif et il n'y a aucune chance de voir ce genre de vaisseau à court terme parce qu'on ne saurait pas comment faire. On ne saurait pas comment alimenter en énergie un tel vaisseau ou comment contrôler quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne sait pas comment modifier la trame de l'espace-temps, si tant est que ce soit possible. Mais une fois de plus, la science-fiction est en avance, et
ce type de modification de la trame de l'espace-temps pour permettre un voyage rapide d'un point à l'autre de l'espace, ou même vers une autre dimension, est déjà tout à fait familier dans la fiction. Vous avez peut-être déjà vu dans des films ces scènes où quelqu'un plie une feuille de papier pour montrer que deux points apparemment éloignés sur un plan peuvent être réunis et la distance entre les deux points réduite à zéro. Cette méthode de téléportation reviendrait en quelque sorte à créer un trou de verre artificiel. Mais revenons-en à notre voyage pour le moment. On ne va pas se laisser entraver par les règles de la physique. Et donc, par le pouvoir de l'imagination, on va pouvoir accélérer à des milliers de fois la vitesse de la lumière. On a déjà laissé derrière nous le système solaire. Et on est maintenant dans un vide interstellaire, en route vers le système planétaire le plus proche du système solaire, Alpha Centauri. Alpha Centauri va déjà nous donner une idée de la diversité des étoiles et des systèmes dans notre galaxie. À seulement 4 années-lumière de la Terre, ça n'est pas un système avec une seule étoile et des planètes qui orbitent autour de leur étoile, comme le nôtre. Alpha Centauri a 3 étoiles. 2 d'entre elles, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, sont assez similaires au Soleil et elles orbitent toutes les deux autour d'un centre commun en formant ce qu'on appelle une étoile binaire. Vues depuis la Terre et à l'œil nu, elles apparaissent comme une seule étoile qui brille dans la constellation du Centaure, d'où le nom qui a été donné au système. Mais elles ne sont pas seules. Il y a une 3e étoile, plus petite, moins visible, presque invisible depuis la Terre. C'est Alpha Centauri C, également nommée Proxima Centauri. Cette étoile n'est pas comme le Soleil. C'est ce qu'on appelle une naine rouge. Les naines rouges sont plus petites et plus froides que les étoiles comme le Soleil, ce qui les rend plus difficiles à détecter parce qu'elles n'émettent pas autant de lumière. Les naines rouges sont très abondantes. On pense que plus de la moitié des étoiles dans la Voie lactée sont des naines rouges. Et elles peuvent également exister pendant bien plus longtemps que d'autres types d'étoiles. Comme les autres étoiles, le carburant des naines rouges, ce sont les atomes d'hydrogène qui, au cœur de l'étoile, fusionnent entre eux pour créer des atomes d'hélium. Mais d'une part, ce carburant est utilisé plus lentement dans les naines rouges, et d'autre part, il existe un mouvement de convection à l'intérieur de l'étoile qui évacue cet hélium vers la périphérie et qui évite son accumulation dans le cœur. Ça veut dire que la réaction de fusion peut durer pendant extrêmement longtemps. On pense que les naines rouges sont capables de brûler pendant des milliers de milliards d'années, contre seulement quelques milliards d'années pour des étoiles plus brillantes comme le Soleil. Cette durée de vie représente beaucoup plus que l'âge de l'univers, qui est estimé à seulement 14 milliards d'années environ. Ce qui veut dire que toutes les naines rouges dans l'univers sont encore très jeunes. Aucune d'entre elles n'a eu le temps d'atteindre un stade avancé de son évolution. Proxima Centauri, la naine rouge, est en orbite autour des 2 autres étoiles, bien plus grandes. Le système reste assez peu connu, mais des planètes y ont été identifiées, y compris une qui s'appelle Proxima Centauri B, qui est en orbite autour de Proxima Centauri. Et cette planète est la plus proche exoplanète, la plus proche de la Terre, qui ait été jamais découverte. Exoplanète veut simplement dire
planète qui est extérieure au système solaire. Proxima Centauri b est également dans la zone dite habitable autour de son étoile. La zone ou la région habitable désigne un espace autour de l'étoile dans laquelle les planètes pourraient avoir des conditions de température et de radiation qui seraient théoriquement compatibles avec l'existence de la vie organique à leur surface. Maintenant que nous avons atteint Proxima Centauri, on va encore accélérer bien plus vite et voyager à des dizaines de milliers de fois la vitesse de la lumière pour sortir en quelques minutes de la Voie lactée. En commençant à apercevoir la Voie lactée depuis l'extérieur, on se rend compte que toute la galaxie tourne autour de son centre. On verra plus tard dans la galaxie d'Andromède ce qui se trouve au centre de la galaxie. Tout ceci pourrait avoir l'air très lent à cause des distances, mais tous les systèmes stellaires, toutes les étoiles, orbitent autour du centre à très grande vitesse. Par exemple, la Terre et le Soleil orbitent autour du centre de la galaxie à 230 km par seconde. C'est moins d'un millième de la vitesse de la lumière, mais quand même beaucoup plus rapide que la vitesse de la Terre par rapport au Soleil. Même en allant vite, l'orbite du Soleil autour du centre est tellement longue qu'il faut plus de 200 millions d'années pour faire un tour complet, pour achever une révolution. Cette période est appelée l'année galactique ou l'année cosmique, et rapportée à l'histoire de la Terre, une année galactique représente une ère entière. Même les dinosaures, si on fait abstraction de leurs représentants actuels, les oiseaux, n'ont pas existé assez longtemps pour terminer une année galactique entière. Et l'humanité a été présente pour seulement une toute petite fraction d'années galactiques. Je vous disais plutôt que Andromède était la galaxie la plus proche de la Voie lactée. Mais ça n'est pas tout à fait exact. C'est la grande galaxie en spirale la plus proche. Mais il y a de nombreuses galaxies plus petites à la périphérie, à la fois de la Voie lactée et de la galaxie d'Andromède. Une d'entre elles, à la périphérie de notre galaxie, est la galaxie naine du Grand Chien. Ça pourrait être une galaxie irrégulière qui est située dans la même partie du ciel que la constellation du Grand Chien, vue depuis la Terre. Mais le statut de la galaxie du Grand Chien est un peu controversé. On ne sait pas si c'est une zone un peu plus dense de la Voie lactée ou une galaxie séparée. La galaxie du Grand Chien comporterait environ 1 milliard d'étoiles, ce qui est assez peu comparé à la Voie lactée qui en a environ 400 fois plus, au moins. En tout cas, la galaxie ou cette zone de plus forte densité d'étoiles est en train d'être dispersée et absorbée par la Voie lactée, peut-être parce qu'elle s'en est trop approchée. Elle semble perdre ses étoiles à cause de l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée, et elle forme comme des traînées d'étoiles qui s'enroulent autour de notre galaxie. On pense que les galaxies grossissent, s'agrandissent avec le temps, en absorbant des voisines plus petites. C'est sans doute ce qui est en train d'arriver à la galaxie du Grand Chien et à d'autres à la périphérie de la Voie lactée. Maintenant, laissons notre galaxie derrière nous et on va encore accélérer bien plus vite pour atteindre Andromède en seulement quelques minutes, plutôt que les millions d'années qui seraient nécessaires à la vitesse de la lumière
On se situe maintenant dans le vide intergalactique, qui n'est pas très différent, par sa nature, du vide entre les corps à l'intérieur d'une galaxie, sauf qu'il est encore plus vaste. C'est presque le vide absolu, mais pas complètement. On pense qu'en moyenne il y a un atome d'hydrogène par mètre cube. C'est presque vide. Et dans certaines régions, il y a plus de choses. Déjà, il y a des nuages de gaz ou de poussière qui ont été arrachés à des galaxies, alors qu'elles interagissaient ou parce qu'elles sont entrées en collision. Il est assez difficile d'étudier ce vide intergalactique, parce que visuellement, il nous envoie presque rien. Il n'y a pas d'objets qui émettent de la lumière, comme les étoiles dans cet espace. Par contre, on peut étudier comment la lumière qui vient de galaxies au-delà du vide intergalactique le traverse et faire des hypothèses qui s'appuient sur cette information. Par exemple, on sait qu'il y a des nuages de gaz parce qu'une partie de la lumière est absorbée en voyageant à travers ce vide. Mais il y a plus que des nuages de gaz ou que de la poussière. Le télescope Hubble a observé des étoiles également, qui ne font pas partie d'une galaxie. Elles ont sans doute appartenu à une galaxie par le passé, mais elles ont été séparées de leur galaxie d'origine. Ces étoiles sont appelées des étoiles intergalactiques, et elles ne sont pas si rares. Elles représentent évidemment une toute petite fraction des étoiles qui existent, mais plusieurs centaines d'entre elles ont été déjà détectées dans l'espace intergalactique. Au lieu d'orbiter autour d'un centre galactique, on s'est rendu compte qu'elles orbitaient autour d'un groupe de galaxies. Parce que les galaxies ne sont pas la plus grosse unité qu'on puisse trouver dans l'espace. Elles tendent à être rassemblées dans des régions de l'univers et à former des groupes. Elles sont proches les unes des autres. Comme les nuages de gaz dont je vous parlais auparavant, ces étoiles libres ont probablement été arrachées à leur galaxie d'origine par l'interaction entre les galaxies ou lors de collisions. On ne sait pas exactement combien il pourrait y en avoir, mais toutes celles qui ont été détectées étaient des étoiles géantes, et donc il pourrait y en avoir énormément plus qui sont plus difficiles à détecter. Et ces étoiles pourraient avoir emporté avec elles leurs propres satellites, des planètes, qui les accompagnent dans leur voyage solitaire dans l'espace. Maintenant, en regardant devant nous, on peut voir la spirale d'Andromède qui grossit chaque minute avec ses bras qui tournent autour du centre. L'observation d'Andromède et d'autres galaxies est à l'origine de l'une des plus fascinantes découvertes ou plutôt mystères qui occupent les astrophysiciens aujourd'hui. L'existence supposée de la matière noire. De quoi est-ce qu'il s'agit ? L'histoire de la matière noire commence dans les années 30. À l'époque, les lois de la gravitation, qui déterminent le mouvement de tous les corps ayant une masse dans l'univers et comment ils interagissent entre eux, ces lois étaient déjà bien connues et bien comprises. Mais un certain nombre d'anomalies ont été détectées avec le mouvement des galaxies. En particulier, il y avait des galaxies qui semblaient se déplacer plus vite qu'elles n'auraient dû, ou alors pas exactement dans la bonne direction. Il y avait comme une sorte de force fantôme qui agissait, mais comme assez peu d'observations étaient possibles avec les moyens de l'époque, et que aucune explication n'apparaissait,
le problème a été laissé en suspens pendant plusieurs décennies. Mais une hypothèse a été élaborée tout de même pendant les années 30 par un astronome qui s'appelait Fritz Zwicky pour expliquer la vitesse de ces galaxies. Et pour l'expliquer, il leur a attribué une masse supplémentaire, une masse qui aurait reposé sur une matière invisible, et par ce biais, il est arrivé à expliquer leur mouvement. Il a appelé cette masse additionnelle la matière sombre ou matière noire, parce qu'elle était invisible. Mais ensuite, il n'y a pas eu de suivi à ces premiers travaux, jusqu'aux années 1970, et en particulier les travaux d'une astronome américaine, Vera Rubin. Elle a observé le mouvement des étoiles qui tournaient autour du centre des galaxies. Et s'est rendu compte que les étoiles qui étaient éloignées du centre de la galaxie se déplaçaient bien plus vite qu'elles n'auraient dû. Ce que les lois de la gravitation nous enseignent, c'est que la vitesse d'un corps qui orbite autour d'un autre dépend de la masse de l'objet principal et de la distance entre eux. C'est pour ça que dans le système solaire, les planètes qui sont proches du Soleil se déplacent plus vite que les planètes qui en sont éloignées. Par exemple, les vitesses s'étagent de 44 km par seconde pour Mercure, la planète la plus proche, à 5 km par seconde pour Neptune, qui est la plus éloignée. La Terre est entre les deux et elle tourne à 30 km seconde autour du Soleil. Maintenant, si on applique cette même logique à une galaxie, les étoiles qui sont proches du centre galactique devraient également voyager, se déplacer beaucoup plus vite que les étoiles qui en sont très éloignées, au bout des bras de la galaxie. Mais ça n'est pas vraiment le cas. Les étoiles qui sont parfois 10 fois plus éloignées du centre galactique que d'autres se déplacent à la même vitesse. C'est quelque chose d'inexplicable par les équations de la gravitation, sauf s'il y a en fait plus de matière qu'on ne le pense. Vera Rubin a travaillé sur l'hypothèse qu'un nuage de matière invisible existait autour des galaxies, ce qui expliquerait comment elles bougent les unes par rapport aux autres et également de façon interne le mouvement et la vitesse des étoiles qui en font partie. Mais le problème, c'est que beaucoup de cette matière invisible est nécessaire pour expliquer le mouvement des étoiles. Par exemple, dans la Voie lactée, il faudrait que quasiment 90% de toute la masse de la Voie lactée soit fait de matière noire, de matière sombre. En d'autres termes, 90% de la matière de notre propre galaxie nous serait invisible et inconnue. C'est difficile à croire, et depuis l'hypothèse de Vera Rubin, une des grandes questions qui occupent les physiciens et les astrophysiciens, c'est d'identifier ce qu'est cette mystérieuse matière noire. Il y a 3 grandes explications possibles à ce mystère. Une première explication serait que la matière noire est composée de corps qui sont connus, mais difficiles à détecter parce qu'ils émettent très peu de lumière. Par exemple, des trous noirs, des nuages de gaz ou des naines rouges, comme celle de Proxima Centauri dont on a parlé auparavant. Nous savons que ces corps existent et certains d'entre eux ont été parfaitement détectés, mais la somme de leur masse reste largement insuffisante pour expliquer les effets de la matière noire. Le compte n'y est pas. Une deuxième explication serait qu'il existe des particules qui auraient une masse, mais qui n'ont jamais été observées parce qu'elles n'interagiraient pas avec la lumière.
Qu'est-ce que pourraient être ces mystérieuses particules? On n'en sait rien, mais il y a des tentatives pour les détecter ou même les fabriquer dans des accélérateurs de particules. Pour le moment, rien n'a été trouvé. Et enfin, il y a une dernière explication possible, mais elle est assez dérangeante, et ce serait que les équations de la gravitation sont incorrectes, et qu'une nouvelle théorie de la gravitation, ou alors quelque chose de totalement nouveau pour la remplacer, soit nécessaire. On a fait plusieurs observations qui sont réellement étonnantes. Par exemple, il y a une galaxie qui s'appelle Dragonfly 44, et pour expliquer son comportement, il faudrait qu'elle soit composée à 99% de matière noire. D'autres galaxies n'auraient, à l'opposé, quasiment pas de matière noire. Donc il faudrait imaginer que la distribution de cette matière soit très inégale dans l'univers. En tout cas, aujourd'hui, les physiciens ont dû conclure que soit presque 80% de la matière de l'univers nous est encore inconnue, ou alors les lois de la gravitation ne sont pas totalement correctes et doivent être révisées. Peut-être que dans le futur, une explication à ce mystère apparent va émerger, mais en attendant, ça nous rappelle à quel point on en connaît encore peu sur notre univers. On approche maintenant du voisinage immédiat d'Andromède, qui ressemble beaucoup à la Voie lactée parce qu'elle a cette même forme de spirale, mais elle est aussi plus grande. Son diamètre est 2 fois le diamètre de notre galaxie. Par contre, sa masse serait assez similaire à 1000 milliards de fois la masse de notre Soleil. Comme la Voie lactée, Andromède a son propre système de galaxies satellites. Pour la Voie lactée, j'ai mentionné la galaxie du Grand Chien, même si son statut de galaxie est disputé. Mais au total, la Voie lactée a plus de 15 galaxies naines qui font partie du même système. Et Andromède devrait en avoir un nombre à peu près similaire. Compte tenu de leur trajectoire, la Voie lactée et Andromède devraient rentrer en collision dans à peu près 4 milliards et demi d'années. Et leur fusion pourrait former une galaxie elliptique géante. Andromède se serait formée il y a environ 10 milliards d'années, c'est-à-dire 3 à 4 milliards d'années après le début de l'univers, après le Big Bang. Et sa formation résulterait de la collision de plus petites galaxies. Pendant son premier milliard d'années d'existence, Andromède était probablement une galaxie très active, avec un taux de naissance d'étoiles très élevé. Mais au cours des derniers 2 milliards d'années, on pense que la formation d'étoiles nouvelles à l'intérieur de la galaxie s'est presque interrompue. Et maintenant, les étoiles les plus jeunes dans cette galaxie viendraient presque toutes de capture ou de fusion avec des galaxies satellites. Ces captures laissent des sortes de traînées stellaires. Ces traînées sont les restes de ces galaxies naines qui ont été éparpillées et allongées autour de leur orbite. Maintenant qu'on peut voir la Voie lactée de loin, on pourrait voir ces traînées stellaires qui ne sont pas forcément alignées avec le plan de la galaxie. Comme la Voie lactée, Andromède a des centaines de milliards de systèmes stellaires et des centaines de milliards de planètes également. C'est véritablement seulement au XXe siècle qu'on a réalisé à quel point l'univers était plus vaste qu'on ne le pensait auparavant, ou en tout cas qu'il contenait plus d'objets qu'on ne l'avait imaginé. Au XXe siècle,
La compréhension de la vie organique et des processus physico-chimiques qui ont permis son apparition a aussi beaucoup progressé, même si on est encore loin de tout connaître. Ceci dit, ça soulève la question de savoir si les mêmes conditions physiques qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre, ou peut-être d'autres conditions, pourraient également exister dans d'autres lieux dans l'univers. Les lois de la chimie sont les mêmes partout, et les molécules qui peuvent se combiner pour créer la vie organique sont relativement abondantes dans l'univers. Donc même si la probabilité que ça se produise dans un lieu en particulier, sur une planète ou un satellite, est très faible, quand on multiplie cette probabilité par des centaines de milliards, par le nombre de planètes dans une galaxie, et encore ensuite par des milliards pour le nombre des galaxies, on peut assez rapidement conclure que l'existence de la vie dans d'autres parties de l'univers est presque certaine, extrêmement probable. On n'en a aucune certitude, mais elle pourrait même exister ou avoir existé très proche de nous, sur d'autres planètes du système solaire, telles que Mars, ou sur des lunes comme celle de Jupiter. On sait aussi que l'univers avait déjà 10 milliards d'années quand les premières traces de vie sont apparues sur Terre, et d'autres planètes se sont formées des milliards d'années avant la Terre. Mais si la vie peut apparaître dans différents endroits de l'univers et évoluer comme l'être humain l'a fait vers des êtres conscients qui pourraient éventuellement quitter leur planète ou envoyer de l'information comme des ondes radio, comment expliquer que rien n'ait été détecté et que apparemment aucune civilisation extraterrestre ne nous ait découvert? La contradiction apparente entre l'absence de signes de civilisation extraterrestre et la très forte probabilité qu'elles existent et qu'elles soient bien plus anciennes que la nôtre est appelée le paradoxe de Fermi. Enrico Fermi était un physicien qui avait participé à une discussion sur ce sujet dans les années 1950. Évidemment, il est très long de voyager dans l'ensemble de la Voie lactée, avec des moyens de propulsion qui ne permettent pas d'approcher la vitesse de la lumière. Ça peut nécessiter des millions d'années. Mais des millions d'années, c'est relativement peu de temps par rapport à l'âge de la plupart des étoiles et des planètes de la galaxie. On devrait déjà avoir découvert ou détecté des sondes ou au moins des signes de vie intelligente qui peuvent voyager très vite comme les ondes radio. Même avant Fermi, cette question était déjà apparue auparavant, dans les années 30, par exemple dans un manuscrit d'un scientifique russe très important dans l'histoire de l'astronautique, Konstantin Tsiolkovsky. Et il formulait la question dans des termes assez proches: comment est-il possible que la quasi-certitude de l'existence d'une vie intelligente en dehors de la Terre soit introuvable? Tsiolkovsky proposait une explication, une des nombreuses explications à ce paradoxe apparent. Et son explication est ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo. Cette hypothèse pose que peut-être une vie extraterrestre se retient de nous contacter, même si elle nous a déjà largement détectés ou identifiés, soit parce qu'elle n'est pas intéressée. Qu'est-ce qu'on pourrait connaître de ses motivations de toute façon, ou parce qu'ils veulent permettre une évolution naturelle et éviter la contamination de notre propre processus d'évolution. Mais ils pourraient nous observer exactement comme des scientifiques peuvent observer une expérience ou des visiteurs peuvent observer des animaux dans un zoo.
une autre explication possible qui s'appelle l'hypothèse de la Terre rare et que l'ensemble des circonstances qui ont permis l'apparition de la vie et ensuite l'évolution d'une certaine complexité biologique sont extrêmement rares ou même uniques et propres seulement à la Terre. Cette hypothèse met en avant le fait que tant de conditions sont requises pour qu'une vie similaire à celle qui existe sur Terre puisse apparaître, que leur présence ailleurs dans l'univers est très improbable. Il faut bien sûr déjà une planète qui est dans la zone habitable d'un système stellaire. Il faut dans ce système une sorte de planète gardienne contre les collisions par des astéroïdes. Dans le cas du système solaire, c'est Jupiter qui joue ce rôle en attirant et en absorbant de très nombreux astéroïdes qui pourraient rentrer en collision avec d'autres planètes du système. Il faut une lune, un satellite important. Il faut une magnétosphère qui protège la surface de la planète des radiations solaires et des radiations qui traversent l'espace. Il faut aussi une atmosphère, il faut des océans, et un autre filtre supplémentaire est de réussir la transition depuis les formes les plus basiques de vie organique, la vie unicellulaire, vers des organismes plus complexes. Ce processus sur Terre a pris des centaines de millions d'années, et peut-être que cette transformation, ce passage vers la complexité biologique est un événement très improbable. Si on suit cette hypothèse de la Terre rare, l'absence de signes de vie venant de l'espace, venant des extraterrestres, est assez logique. C'est parce qu'il n'y en a pas, ou alors trop peu et trop éloignées les unes des autres. Ou peut-être que la vie n'est pas si rare, mais que les espèces intelligentes sont exceptionnelles. La vie sur Terre a existé depuis environ 4 milliards d'années, à ce qu'on en sait, mais ce qu'on appelle la vie intelligente, que nous définissons évidemment par rapport à notre propre espèce, mais elle est la seule qui ait pu communiquer avec l'espace en envoyant par exemple des ondes radio, et ensuite en envoyant des objets, des vaisseaux dans l'espace. Cette vie intelligente est apparue il y a, si on est généreux, disons 3 millions d'années. Mais ça n'est rien par rapport aux 4 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre. 4 milliards d'années pour passer d'une vie unicellulaire à une vie, entre guillemets, intelligente, c'est très long, même rapporté à l'existence de l'univers, qui, à ce qu'on en sait, a 14 milliards d'années. Peut-être que la plupart du temps, ça n'arrive pas. Et ceci expliquerait pourquoi il n'y a pas de traces d'intelligence extraterrestre. Encore une autre hypothèse, mais je vous donne toutes ces hypothèses à titre d'exemple parce qu'il y en a bien plus. C'est l'hypothèse du monde aquatique. Ce que pose cette hypothèse, c'est que les planètes sur lesquelles la vie apparaît ont soit des terres émergées beaucoup plus petites que la nôtre, soit pas de terre émergée du tout, et qu'elles sont composées essentiellement d'un gigantesque océan. Pour des formes de vie qui se développent sous l'eau, il n'est pas possible d'utiliser le feu ou de développer des fonctions comme les mains, et même si une vie intelligente serait possible, cela limiterait leur capacité à communiquer et encore plus à envoyer des objets dans l'espace. Il y a d'autres explications qui sont plus sinistres. L'une d'entre elles pourrait être que c'est dans la nature de la vie intelligente de s'autodétruire longtemps avant d'avoir pu établir un contact à travers des guerres ou à travers des désastres provoqués par les progrès technologiques. Ou peut-être qu'il existe périodiquement des extinctions sur toutes les planètes dues à des événements naturels
Et ces extinctions empêchent les espèces intelligentes, des formes de vie intelligentes, de voyager ou d'établir des contacts au long cours. Elles disparaissent avant d'avoir été capables d'y parvenir. Peut-être aussi que s'il n'y a pas tant d'espèces intelligentes que ça dans l'univers, elles sont peut-être trop éloignées les unes des autres dans l'espace ou dans le temps. Et si seulement quelques-unes de ces civilisations intelligentes apparaissent dans une galaxie, peut-être qu'elles n'ont pas encore eu assez de temps pour se rencontrer. En suivant la même logique, le début des émissions radio par les êtres humains sur Terre est quelque chose de très récent. La première émission radio était en 1895, ça fait 125 ans seulement. Même si les ondes radio se propagent très rapidement, elles ont seulement atteint une petite fraction de la Voie lactée jusqu'à présent. Même les premières ondes parties il y a plus d'un siècle. Et atteindre seulement quelques centaines d'étoiles à ce stade n'est pas suffisant peut-être pour avoir atteint une civilisation extraterrestre. Encore un dernier groupe d'explications possibles pour en finir avec ce sujet. Peut-être que les signes sont déjà là, mais que nous sommes incapables de les voir parce que nous ne savons pas écouter. Par exemple, les extraterrestres pourraient transmettre des signaux avec des fréquences de données très basses ou très élevées, ou employer des fréquences d'ondes que nous considérons comme non conventionnelles. Et donc leur transmission serait déjà là, autour de nous, mais on n'arriverait pas à les distinguer d'un bruit de fond. Peut-être aussi qu'une forme naturelle d'évolution pour la vie intelligente, si elle ne se détruit pas, est que des êtres plus avancés se détachent de leur support physique, de leur forme physique, et se transfèrent vers des environnements virtuels qui deviennent leur univers. Et à partir de là, ils ne sont plus intéressés à explorer le même univers physique dans lequel nous vivons, et l'exploration spatiale devient sans intérêt pour eux. Ou encore, pour finir, peut-être que cette perception que la vie est censée se répandre et coloniser est tout simplement un trait culturel de notre espèce, qui vient de nos esprits et de notre expérience de la vie. D'autres civilisations qui seraient apparues dans des contextes extrêmement différents, pourraient simplement ne pas avoir d'intérêt pour ça, et préférer rester dans leur monde natif sans penser à le quitter. Toutes ces hypothèses sont juste quelques-unes des explications qui ont été mises en avant pour expliquer le paradoxe de Fermi. Il y en a bien plus, et après tout, il y a aussi des gens qui pensent, qui croient, que les extraterrestres sont déjà là, parmi nous. Mais avant de prendre le chemin du retour, jetons un dernier coup d'œil à Andromède, et en particulier à son centre. Tout comme la Voie lactée, il y a un bulbe, une concentration d'étoiles qui rendent la partie centrale plus lumineuse. Depuis les années 90, le télescope Hubble a envoyé des images qui ne cessent de s'améliorer de ces noyaux galactiques. Ils contiennent des millions et des millions d'étoiles et un trou noir au centre. On pense que les galaxies, au moins les galaxies spirales et elliptiques, ont un trou noir supermassif à leur centre, un trou noir extrêmement massif et puissant. Et cette zone est la zone la plus dense de toute la galaxie. Les trous noirs, comme vous le savez probablement, sont des objets extrêmement denses qui attirent à eux tous les autres objets à cause de leur force gravitationnelle.
Je mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers une ancienne vidéo à propos des trous noirs que j'avais fait il y a quelques années. Un jour, dans plus de 4 milliards d'années, quand Andromède va entrer en collision avec notre galaxie, les deux noyaux galactiques vont peut-être fusionner, ou alors un d'entre eux va être éparpillé. On ne sait pas exactement comment cette collision et cette fusion vont se dérouler. Mais on approche maintenant la fin de notre voyage galactique et j'espère que vous avez pu y apprendre quelque chose sur les galaxies, sur l'astronomie et la physique en général. Il est temps maintenant de repartir pour la Terre et si vous êtes sur le point de vous endormir, de vous laisser aller et de fermer définitivement les yeux. Pour le voyage retour, j'ai sélectionné quelques morceaux de musique inspirés par l'espace. Le volume de la musique va doucement baisser au fur et à mesure de notre approche de la Terre et vous vous réveillerez dans quelques heures, relaxé, curieux d'en apprendre plus sur l'espace et, je l'espère, de bonne humeur. Profitez maintenant du voyage retour et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir.